Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International RTI, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Cette semaine, et nous allons continuer ce podcast aussi la semaine prochaine, avant de revenir ensuite sur la visite de Trump en Chine. Nous allons faire un point lié aussi aux événements récents des relations entre la Chine et le Japon, qui sont elles-mêmes de plus en plus en fait déterminées par la question taïwanaise. Pourquoi donc faire ce point maintenant ? C'est parce que il y a un mois, le 17 avril 2026, s'est passé un événement qui était d'une certaine manière pas significativement mentionné par les médias, mais qui a une certaine charge symbolique, qui est un de ces signaux faibles qui s'inscrit dans une série, dans une chaîne d'événements qui construit par cette accumulation, par cette sérialisation, un paysage de relations internationales et de tensions géopolitiques entre les Japon et la Chine, qui est à un niveau assez élevé et qui se centre sur la question de Taïwan et qui pousse d'une certaine manière la Chine à redoubler de pression par rapport à Taïwan, notamment vis-à-vis des États-Unis, mais on y reviendra. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 17 avril 2026 ? Ce jour-là, il y a un destroyer japonais, le JC Akazuchi, qui a transité pendant 14 heures dans le détroit de Taïwan. Et ça, c'est un geste qui vise à rappeler, à s'opposer aux revendications chinoises, qui nient au détroit, donc le détroit de Taïwan, qui sépare donc les deux rives, donc au point entre, on va dire, 100 et 200 kilomètres de voies navigables entre les deux rives, entre Formose, l'île principale, et les côtes de la Chine, en fonction évidemment de l'endroit où on se place. Donc c'est ce détroit et du point de vue chinois, et il y a une volonté chinoise, on va dire, de nationaliser le détroit, d'en faire pratiquement des eaux territoriales chinoises, et donc de rendre l'hypothèse d'une navigation libre difficile, impossible, dans la perspective qui est la perspective mondiale aujourd'hui, d'une instrumentalisation, d'une arsenalisation, comme on peut dire, ou d'une militarisation, donc différents mots pour traduire le mot anglais weaponization, des détroits. Donc on sait qu'on est dans un moment de tension sur le détroit d'Ormuz qui dure maintenant, bientôt dans 2 mois, et donc les détroits sont évidemment les passages clés du commerce mondial, sont évidemment des zones extrêmement importantes. Et donc la Chine, dans sa prétention à vouloir contrôler non seulement Taïwan, et donc aussi par là même le détroit de Taïwan, évidemment, c'est quelque chose qui touche en fait l'ensemble du monde. Alors, la question ici des eaux internationales. Alors, la Chine vise donc à nier la possibilité donc de considérer le détroit de Taïwan comme des eaux internationales. Alors, il se trouve que la notion d'eau internationale, elle n'est pas définie techniquement par la Convention des États-Unis sur le droit de la mer, qui définit donc les droits relatifs à l'espace maritime. Mais il y a l'idée de droit de transit assimilable à la haute mer, même si techniquement il ne s'agit pas de haute mer en tant que définition de la profondeur, qui sont liés à certains concepts comme celui de passage inoffensif et de liberté de navigation, et qui sont aussi autorisés dans les zones économiques exclusives. Alors les zones économiques exclusives, c'est un espace maritime qui s'étend à 200 000 marins des côtes, où un État riverain
possède l'exclusivité d'exploitation des ressources. Or, évidemment, toute la question de Taïwan, c'est pas simplement la maîtrise pour la Chine de Formose, mais la maîtrise aussi de ce passage. Et en déniant évidemment la souveraineté à Taïwan, elle dénie aussi à Taïwan, d'une certaine manière, la possibilité d'avoir sa propre ZEE, zone économique d'exploitation exclusive, zone exclusive d'exploitation maritime. Et donc dénie par la même la possibilité pour d'autres bateaux, pour d'autres vaisseaux que ceux chinois à transiter par cette zone, et donc prend comme le fait que d'autres navires que des navires chinois ou taïwanais transitent par cette zone, et maintenant systématiquement, et surtout des navires militaires, donc pas des navires commerciaux évidemment, on va y revenir, mais des navires militaires, comme d'une certaine manière une forme d'agression ou comme une remise en cause du principe d'une seule Chine, principe d'une seule Chine qui est en fait le principe par lequel la Chine affirme que Taïwan et la Chine sont une seule entité. La plupart des pays au monde ne reconnaissent pas le principe d'une seule Chine, mais reconnaissent le principe d'une politique d'une seule Chine, à savoir le fait que la Chine a justement cette prétention à une seule Chine, c'est-à-dire à l'assimilation de force ou de gré de Taïwan. Alors pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que évidemment on voit que le détroit d'Ormuz et les conséquences de son blocage, on voit quelles sont les conséquences au niveau mondial. Alors justement le détroit de Taïwan, donc cet espace de 160 km de large entre les deux rives les plus proches de la Chine et de Taïwan, si on n'inclut pas évidemment Kinmen et Matsu qui sont à 20 km des côtes chinoises, ça c'est une voie maritime qui est en fait essentielle. Essentielle pourquoi? Parce que ça assure 1/5 du commerce maritime mondial, près de la moitié de la flotte mondiale de porte-conteneurs passe par là, et 88% des plus grands navires du monde en termes de tonnage y transitent. Alors on voit très bien par là ce que ça signifierait, évidemment un contrôle par la Chine exclusif de ce passage via directement via le contrôle de Taïwan et la prise de Taïwan, ou indirectement via l'imposition, la nationalisation de cet espace. Or, pourquoi est-ce que c'est symbolique le 17 avril 2026 que le destroyer japonais JC Ikazuchi traverse cette zone et transite dans le détroit pendant 14 heures? Pourquoi? Parce que, et c'est sans doute pas un hasard, le 17 avril 2026, c'est les 131 ans qui viennent après le 17 avril 1895. Et c'est quoi le 17 avril 1895? Eh ben, c'est le Japon qui, par le traité de Shimonoseki, a obtenu de la Chine la cession de Taïwan et des îles Penghu. Donc, ce transit du destroyer japonais par le détroit de Taïwan est en soi un événement assez rare et montre l'affirmation de la puissance militaire japonaise, et en même temps est vite symbolique parce qu'il s'inscrit donc dans cette perspective d'une domination, d'une domination historique du Japon sur Taïwan pendant 50 ans, de 1895 à 1945. Donc c'est un fait que les eaux maritimes qui séparent le Japon de la Chine sont un lieu de tension permanente. Et en fait, là, on est vraiment en présence de ce qu'on appelle une zone grise, c'est-à-dire c'est un lieu où l'espace entre guerre et paix est brouillé, et où l'apparence de la paix, en fait, sert à renforcer finalement une stratégie de guerre. Parce que ce détroit est dans le contexte, et la mer de Chine orientale de façon générale, et dans le contexte des rapports entre la Chine et le Japon, un point de friction évident. Donc les points de friction sont nombreux, et les incidents dont la gravité et d'ailleurs et l'intensité sont savamment calculées, c'est-à-dire que la Chine se permet beaucoup plus dans la Chine méridionale à l'égard des Philippines qu'elle se permet à l'égard du Japon. C'est-à-dire que il n'y a pas à l'égard des côtes
garde-côtes philippins, on a parfois des chocs frontaux entre les bateaux, on a des choses qui sont extrêmement plus directes et parfois plus violentes. Et évidemment, on se garde bien de ça du côté chinois vis-à-vis du Japon, étant donné, malgré tout, la puissance militaire réelle et l'efficacité, on va dire la modernité des armes japonaises. Mais on a une continuité de la présence chinoise, de la pression chinoise sur le Japon à travers l'occupation de cet espace maritime. Juste quelques faits assez récents. Le 8 mai, 4 navires des gardes-côtes chinois ont navigué dans les eaux territoriales japonaises au large des îles Senkaku, qui sont un point de friction notable entre les deux. Puisque ces îles qui sont contrôlées par le Japon, qui appartiennent donc à la préfecture d'Okinawa, sont appelées Daoyutai et sont aussi réclamées par la Chine. Le 28 avril, 3 navires de guerre de la marine de l'Armée populaire de libération, donc l'APL chinoise, ont été aperçus traversant le détroit de Tsushima en direction de la mer de Chine orientale. Donc ça, c'est quelque chose qui connecte Taïwan et à travers ces îlots du Japon. Ces navires en question, c'était 2 destroyers lance-missiles de type 054 et un destroyer de type 052D chinois. Le 20 avril, encore un autre incident qui s'est produit dans ces zones de la mer de la Chine orientale, où en fait les frontières maritimes restent assez indéfinies. Et là, l'incident, on conclura sur ça avant de continuer la semaine prochaine, c'est que c'est un incident qui est assez révélateur du fait que ces tensions sont aussi des tensions géopolitiques au sens où elles mettent en question et en demeure ce qui est, on va dire, le sous-sol, ce qui est les ressources naturelles. C'est pas simplement des relations internationales au niveau entre deux pays, mais c'est aussi des relations géopolitiques qui mettent en demeure les ressources, qui mettent en demeure la géographie. Donc en effet, dans cette zone de frontière non claire de mer de Chine orientale entre le Japon et la Chine, on soupçonne des ressources pétrolières offshore potentiellement très lucratives. Immédiatement, le ministère des Japonais des Affaires étrangères a critiqué l'installation par la Chine d'une nouvelle structure à l'ouest de la ligne d'équidistance géographique entre le Japon et la Chine. Autrement dit, il semblerait, du point de vue de ce qu'annonce le ministère japonais, c'est que la Chine a créé une nouvelle installation pour faire de l'exploration et peut-être de l'extraction en haute mer de ces ressources pétrolifères. Et le communiqué officiel du ministre des Affaires étrangères japonais regrette que la Chine poursuive unilatéralement son développement en mer de Chine orientale, alors que la zone économique exclusive et le plateau continental n'y sont toujours pas délimités. Donc ici, il y a une question juridique d'un droit de la mer entre le Japon et la Chine pour délimiter où commence la ZEE de l'un et de l'autre. Le ministère des Affaires étrangères demande la mise en œuvre de l'accord de juin 2008 qui n'a jamais été mis en place par la Chine, qui essaye de profiter de cette zone de non-droit, de cette zone, on va dire, de droit gris, pour avancer ses pions sans tomber dans le cadre de la création directe qui forcerait une réponse japonaise. Ce dispositif qu'on va continuer à analyser la semaine prochaine et qui met en rapport le Japon et la Chine et tout cet espace maritime extrêmement sensible entre ces deux pays. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.